Pendant des siècles, nous avons cherché le sens dans les lumières, dans les galaxies, dans de brillants et lointains phares. Mais nous avons manqué la pièce la plus importante, l'obscurité. Les astronomes ont découvert un abîme en direction de la constellation du Bouvier. Ce vide est si immense que son volume constitue environ 2% de l'univers observable. Au lieu des 2000 galaxies qu'il devrait contenir, il n'en abrite que 60, ce qui rend nos modèles obsolètes, car la gravité n'a pas eu 8 milliards d'années pour créer quelque chose d'aussi vide. Pourtant, la découverte la plus troublante n'était pas le vide lui-même. Ce qui est vraiment effrayant, c'est la possibilité que nous vivions nous-mêmes, en ce moment même, à l'intérieur d'un vide aussi colossal. Si apprendre que 80% de l'univers est un vide vous surprend, alors aimez et abonnez-vous, car nous sommes sur le point de renverser complètement votre perception de la réalité. Nous commençons, pendant des années, nous avons cru que l'univers était un endroit simple, car même les plus grands esprits l'avaient imaginé ainsi. Pour eux, le cosmos était une soupe de galaxies uniformément réparties, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. C'est pourquoi nous avons construit nos modèles sur cette hypothèse fondamentale. Cette simplicité était réconfortante, mais elle était fausse, car à l'automne 1981, un astronome de l'Université du Michigan, en examinant les données de galaxies lointaines, a remarqué quelque chose qui n'apparaissait dans aucun des modèles que le domaine avait construit. Un vide. Ce que les modèles prédisaient n'était pas là. Et à cet instant, nos connaissances les plus fondamentales sur l'univers ont commencé à s'effondrer. Nous savons maintenant que la majeure partie de l'univers n'est en fait constituée de rien. Pour comprendre ce vide, tu dois d'abord comprendre comment les astronomes cartographient l'univers, car nous ne pouvons pas voler dans l'espace. Nous ne pouvons pas envoyer de sondes vers d'autres galaxies. Tout ce que nous savons sur la structure à grande échelle du cosmos provient de la lumière, et plus particulièrement d'une seule propriété de la lumière, appelée le décalage vers le rouge. L'idée est assez simple. À mesure que l'univers s'étend, l'espace entre les galaxies s'étire également. La lumière qui voyage dans cet espace s'étire donc avec lui. Une longueur d'onde émise comme de la lumière bleue, après avoir voyagé pendant des centaines de millions d'années, est devenue rouge lorsqu'elle atteint nos télescopes. Plus un objet est éloigné, plus sa lumière est étirée. C'est pourquoi, en mesurant le décalage vers le rouge d'une galaxie, tu peux calculer sa distance. Cette technique s'appelle le relevé de décalage vers le rouge. C'est ce que les astronomes ont de plus proche pour créer une carte tridimensionnelle de l'univers. Mais, quand ils ont commencé à dresser cette carte, ils n'ont pas trouvé le paysage qu'ils attendaient, car la carte était beaucoup plus vide qu'elle n'aurait dû l'être. Comment est-ce possible? Pendant des décennies, les scientifiques ont cru en quelque chose qu'ils appelaient le principe cosmologique. Car quand Albert Einstein a écrit ses équations de la relativité générale en 1915, il devait traiter l'univers comme un tout. Et pour cela, il a dû faire une supposition. Il a choisi la plus simple. Il a supposé que l'univers était homogène, c'est, dire que la matière y était répartie de manière égale. Et qu'il était isotrope, c'est, dire qu'il apparaissait identique dans toutes les directions. Cette idée est devenue le fondement de la cosmologie moderne. Elle ne reposait pas sur l'observation, mais sur l'idée qu'il était plus facile de modéliser un univers qui était le même partout. Mais ce fondement a commencé à se fissurer à la fin des années 1970, car les astronomes soupçonnaient que les galaxies n'étaient pas du tout réparties de manière égale. Elles étaient regroupées, reliées entre elles par de longues chaînes, rassemblées en murs. Nous savons maintenant que l'univers n'est pas une soupe, c'est une écume, une structure gigantesque que nous appelons la toile cosmique. Dans cette structure, les galaxies se rassemblent le long de fins filaments et de murs, sur les surfaces où de vastes vides se rencontrent, comme des bulles de savon, accolées les unes aux autres. Ce sont ces murs, qui sont les lieux où la matière se concentre. Tout le reste, c'est du vide. C'est pourquoi plus de 80% de l'univers est en fait constitué de vide immense,
Les galaxies sont les fines frontières entre ce grand néant. En 1986, une carte de décalage vers le rouge publiée par Valérie de Lapparent et son équipe a révélé cette structure en écume de manière définitive. Mace, 5 ans avant cette carte, un homme nommé Robert Kirchner avait déjà trouvé une bulle d'une taille ahurissante à l'intérieur de cette écume. Tout a commencé en 1981. Kirchner et ses collègues menaient un type spécial de relevé de décalage vers le rouge appelé faisceau-crayon. Ils ont sélectionné 3 petites régions dans le ciel, séparées d'environ 35 degrés, et à l'intérieur de ces régions, ils ont mesuré le décalage vers le rouge de chaque galaxie assez brillante pour être détectée. Si l'univers avait une distribution lisse de galaxies, comme le prédisait le modèle standard, les 3 faisceaux crayons auraient dû montrer un flux continu de galaxies à chaque valeur de décalage vers le rouge. Bien sûr, les galaxies plus lointaines étant plus faibles, leur nombre diminuerait, mais il ne devrait pas y avoir de vide net, de zones totalement dépourvues de galaxies. Mais les données ne se sont pas comportées ainsi. Dans chacune des 3 zones, à une valeur de décalage vers le rouge correspondant à une vitesse de récession d'environ 15 000 km par seconde, les galaxies se sont soudainement arrêtées. Pas complètement, mais presque complètement. 3 directions différentes dans le ciel, séparées par des dizaines de milliers de degrés, montraient toute la même absence, à la même distance. La probabilité que ce soit une coïncidence était incroyablement faible. Kirchner et ses co-auteurs ont publié cette année-là un rapport préliminaire suggérant l'existence d'une grande région vide en direction de la constellation du Bouvier. Ils l'ont simplement nommé le vide du Bouvier. Mais cette affirmation était extraordinaire. Personne n'avait jamais vu une structure de cette ampleur à l'époque. Si leur interprétation était correcte, le vide du Bouvier était un espace vide de plusieurs dizaines de millions de mégaparsecs de large. C'était plus grand que n'importe quelle structure observée dans l'univers jusqu'alors. C'est pourquoi la plupart de la communauté scientifique était sceptique. Cette affirmation reposait sur 3 petits relevés, réalisés aux limites de la technologie des années 1980. C'était une base très faible pour une affirmation de cette ampleur, car les données pouvaient être incomplètes. Les galaxies pouvaient être là, mais trop faibles pour être détectées, ou le vide pouvait être plus petit qu'il n'y paraissait, et les 3 faisceaux lumineux n'auraient fait que passer par ses bords, exagérant sa taille. Il n'y avait qu'une seule façon de tester cette hypothèse. C'est pourquoi Kirchner et son équipe ont consacré les 6 années suivantes à faire exactement cela. Ils devaient retourner et sonder correctement la région entre ces 3 faisceaux originaux. Car si ce néant gigantesque était réel, cela signifierait que nos hypothèses les plus fondamentales sur l'univers. C'est pourquoi Kirchner et son équipe n'avaient qu'une seule option. Car si ce néant gigantesque était réel, cela signifierait que nos hypothèses les plus fondamentales sur l'univers étaient complètement fausses. Ils devaient tester l'hypothèse correctement. C'est pourquoi Kirchner et son équipe ont passé les 6 années suivantes à scanner la région entre ces 3 faisceaux originaux, en mesurant le décalage vers le rouge de chaque galaxie visible dans un échantillon beaucoup plus grand. Ils voulaient voir si le vide était réel ou une erreur d'échantillonnage. Et en 1987, ils ont publié l'étude de suivi. L'article a été publié dans le volume 314 de l'Astrophysical Journal, aux pages 493 à 506. Les mêmes 4 auteurs, la même stratégie de recherche, étendue à 283 petites zones réparties dans la région entre les 3 faisceaux crayons originaux. Le décalage vers le rouge de 239 galaxies dans ces zones a été mesuré. C'est pourquoi l'équipe a posé une question très simple. Combien de ces 239 galaxies auraient dû tomber dans la plage de vitesse de 12 000 à 19 000 km par seconde que le relevé original avait identifié comme vide? Une distribution uniforme avec la même densité de galaxies à chaque distance prédirait environ 30 et 1 galaxie. Mais ils en ont trouvé 0, pas 31, pas 5, pas 1, 0. À la distance où le vide devait se trouver,
Il n'y avait pas une seule galaxie dans les 239 mesures. Il n'y avait plus de place pour le doute. Le vide était réel. Mais quelle était l'ampleur de cette réalité? Car les dimensions de ce que Kirchner avait trouvé, maintenant confirmées par la recherche, étaient ahurissantes. C'était une région de l'espace à peu près sphérique, centrée à 14h50 d'ascension droite et plus 46 degrés de déclinaison. Elle se trouvait à environ 700 millions d'années-lumière de la Terre, et les chiffres les plus effrayants arrivaient maintenant. Son rayon était de 62 mégaparsecs. Si l'on convertit cela en unités plus familières, cela signifie une zone d'environ 200 millions d'années-lumière de rayon et 400 millions d'années-lumière de diamètre. Elle occupait un volume de plus d'1 million de mégaparsecs cubes. Cela représentait environ 2% de l'univers observable. Dans une région normale de l'univers, une sphère de cette taille devrait contenir environ 2000 galaxies. Mais le vide du Bouvier, malgré tous les efforts ultérieurs pour trouver ce qu'il contenait, ne contenait qu'environ 60 galaxies. C'est pourquoi, comme l'a dit un jour l'astronome Greg Aldering, si la Voie lactée se trouvait au centre du vide du Bouvier, nous n'aurions pas su l'existence d'autres galaxies avant les années 1960. Ce moment révolutionnaire des années 1920, où Edwin Hubble a identifié Andromède comme un système stellaire distinct, ne se serait jamais produit pour nous. Cette découverte qui a changé la structure de la connaissance de l'humanité sur l'univers aurait attendu des centaines d'années de plus pour nous. Mais il y a une couche encore plus étrange dans cette histoire, car même ces 60 galaxies n'étaient pas comme elles auraient dû l'être. Elles n'étaient pas réparties uniformément dans le volume. Au contraire, elles étaient organisées en un filament à peu près cylindrique qui traversait le milieu du vide. Cette situation suggérait que ce que nous voyons n'était pas un seul espace vide, mais plutôt plusieurs petits vides qui avaient fusionné au cours du temps cosmique. Et ce filament cylindrique était comme une cicatrice marquant la frontière où ils s'étaient rejoints. De plus, même le mot « vide » était trompeur, car même là où il n'y avait pas de galaxie, l'espace lui-même n'était pas rien. Des atomes d'hydrogène, de la matière noire et le fond diffus cosmologique remplissent chaque mètre cube de l'univers, y compris les mètres cubes à l'intérieur du vide. Il n'y a pas de bord, de mur ou de membrane qui sépare le vide de la toile cosmique environnante. Au lieu de cela, le vide contient environ 1/3 ou 1/6 de la densité de matière moyenne de l'univers. Le vrai problème avec le vide n'est donc pas qu'il n'y a rien là-bas. Le vrai problème, c'est que ce qui devrait être là n'y est pas. La matière noire qui aurait dû former des galaxies dans le vide est soit inexistante, soit présente à une densité bien plus faible que ce qui est nécessaire. Le gaz d'hydrogène, qui aurait dû se transformer en étoile, ne s'est jamais rassemblé. Le vide est une région de l'univers où, pour des raisons que nous ne comprenons pas entièrement, l'univers n'a tout simplement pas réussi à construire les structures qui remplissent le vide tout autour. Cette dernière phrase est le cœur même du puzzle, car les astronomes ont construit des modèles de plus en plus complexes sur la façon dont l'univers a acquis la structure que nous voyons aujourd'hui. Le modèle standard, appelé lambda matière noire froide, prédit une toile cosmique, un réseau de filaments et d'amas séparés par des vides de différentes tailles. Les petits vides sont attendus, les vides de taille moyenne sont attendus. Mais la taille du vide du Bouvier était à la limite supérieure de ce que le modèle standard prédisait. Ce n'était pas impossible, mais c'était rare, et sa formation nécessitait des conditions spéciales dans l'univers primordial. Nous savons maintenant que l'univers est une écume, et qu'il y a une bulle gigantesque dans cette écume. Mais comment s'est-elle formée? Pourquoi s'est-elle formée? Et que se cache-t-il vraiment à l'intérieur de ce néant colossal? Pour trouver les réponses, les astronomes ont dû regarder au cœur de cette obscurité, et ce qu'ils ont trouvé était encore plus. Et maintenant, vient le vrai choc. Car lorsque les astronomes ont regardé au cœur de cette obscurité, ils ont rencontré quelque chose d'encore plus étrange que le vide lui-même. Une structure, un ordre qu'ils n'attendaient pas. C'est pourquoi chaque nouvelle donnée sur le vide du Bouvier
a fondamentalement ébranlé notre compréhension de l'étrangeté de l'univers. Voici les découvertes, et aucune d'entre elles n'aurait dû être là. La première découverte était une preuve non pas de présence, mais d'absence. Maïs, ce n'était pas une simple absence, c'était une absence absolue. En 1987, l'équipe de Kirchner a publié les résultats de leurs 6 années de travail. C'était leur œuvre monumentale. Ils avaient scanné 283 petites zones réparties sur la région gigantesque entre les 3 faisceaux crayons originaux. Et dans ces zones, ils avaient méticuleusement mesuré le décalage vers le rouge de 239 galaxies. La question qu'ils ont posée était donc très simple, et sa réponse allait soit confirmer, soit détruire notre modèle de l'univers. La question était, dans la plage de vitesse de 12 000 à 19 000 km par seconde, c'est A. Dire à cette distance précise où ils avaient vu l'anomalie initiale, combien de ces 239 galaxies aurions-nous dû trouver? Les modèles cosmologiques standards prédisaient qu'il devrait y avoir environ 30 et un galaxie dans ce volume. Peut être 25, peut être 35. Mais il ne devait pas y en avoir 0. Physiquement, cela semblait impossible. Pourtant, le chiffre qu'ils ont trouvé était exactement celui-ci. 0. Aucune des 239 mesures n'est tombée dans cet intervalle. Ce n'était pas une erreur de mesure. Ce n'était pas une anomalie statistique. C'était le fantôme de 30 et un galaxie qui n'était pas là où elles auraient dû être, au milieu de l'univers. Et c'était la preuve la plus brutale que le vide était réel. Car la chose la plus effrayante n'est parfois pas ce que vous voyez, mais ce que vous ne voyez pas alors que vous devriez le voir. Mais la vraie peur a commencé lorsque les dimensions de cette réalité ont été comprises. Car le vide n'était pas seulement réel, il était d'une taille incroyable. C'était un monstre que les modèles n'avaient jamais prédit. Les mesures effectuées ont montré que le vide se trouvait à environ 700 millions d'années-lumière de la Terre et son diamètre. Son diamètre était d'environ 400 millions d'années-lumière. Réfléchissez à ce chiffre un instant. Le diamètre de notre propre galaxie, la Voie lactée, n'est que de 100 000 années-lumière. On pourrait aligner 4000 galaxies comme la nôtre bout à bout à l'intérieur de ce vide. Cette structure avait un volume d'environ 1 million de mégaparsecs cubes. Ce chiffre seul représentait environ 2% de l'univers observable. C'est pourquoi, dans une région normale et moyenne de l'univers, on s'attendrait à trouver environ 2000 galaxies à l'intérieur d'une sphère de cette taille. 2000. Mais, à l'intérieur du vide, malgré toutes les recherches effectuées, on n'en a trouvé que 60. Et c'était même une estimation généreuse. La gravité de la situation devenait encore plus claire avec les mots de l'astronome Greg Aldering. Si la Voie lactée se trouvait au centre du vide du Bouvier, en tant qu'humanité, nous n'aurions jamais su que d'autres galaxies existaient avant les années 1960, car notre plus proche voisin serait si loin que nos télescopes ne pourraient pas le voir. Pendant toute l'histoire de l'humanité, nous aurions vécu en pensant que nous étions seuls dans l'univers. Ce vide n'était pas seulement une structure, c'était aussi la tombe de la connaissance et de la découverte. Pourtant, la découverte la plus étrange est venue plus tard, car même ces 60 galaxies n'étaient pas comme prévu. Les scientifiques ont connu un nouveau choc en 1996, lorsqu'une équipe dirigée par Arpad Somoru de l'Institut d'astronomie Captain aux Pays-Bas a regardé à l'intérieur du vide avec des radiotélescopes. En utilisant le Very Large Array au Nouveau-Mexique, ils ont sondé l'hydrogène neutre à l'intérieur du vide. Si ces 60 galaxies étaient des débris restants dans ce vide immense, elles auraient dû être distribuées au hasard. Mais elles ne l'étaient pas. Cela n'aurait absolument pas dû se produire, car les galaxies étaient alignées le long d'un filament cylindrique en forme de tube qui traversait le centre même du vide, comme si elles reposaient sur un squelette invisible. Cela montrait que le vide n'était pas un seul néant immense, c'était une structure, une organisation. 1 an plus tard, en 1997, une étude de suivi menée par Greg Aldering a détecté 53 galaxies supplémentaires à l'intérieur du vide
et presque toutes se trouvaient dans la même structure filamenteuse. Cette structure n'aurait jamais pu exister si le vide était né d'une seule sous-densité primordiale. C'était une découverte qui a complètement détruit les modèles. C'est pourquoi une nouvelle explication beaucoup plus étrange était nécessaire. Le vide du Bouvier n'était pas une seule entité. C'était le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits au fil du temps pour former un seul monstre gigantesque. Et ce filament fantôme était une cicatrice laissée aux frontières où ces vides autrefois séparés se sont rejoints. Même dans l'endroit le plus vide de l'univers, il y avait une histoire, une violence et une structure. Toutes ces découvertes pointaient vers une seule chose. L'univers était beaucoup plus complexe et beaucoup plus vide que nous ne le pensions. Mais l'existence de ces structures massives montrait que nos modèles n'étaient pas seulement incomplets, mais peut être fondamentalement faux. Car comment un vide aussi grand pouvait-il se former? Et que signifiait ce filament fantomatique à l'intérieur? Pour répondre à ces questions, les astronomes ont dû aller au-delà de la simple observation. Ils devaient maintenant plonger dans les eaux les plus sombres et les plus étranges de la théorie, car une idée capable d'expliquer le vide du Bouvier pourrait changer tout ce que nous savions sur l'univers, changerait tout. Car la première idée capable d'expliquer le vide du Bouvier laissait tout ce qui concernait l'univers au bras froid et impitoyable des statistiques. Cette première explication était plus une coïncidence qu'un complot. Selon cet argument, la toile cosmique elle-même était le produit de petites fluctuations aléatoires dans la densité de l'univers primordial. Moins d'une seconde après le Big Bang, des effets quantiques ont créé de minuscules variations dans la densité d'énergie du cosmos. Certaines régions étaient légèrement plus denses que d'autres. D'autres étaient légèrement plus rares. C'est pourquoi, à mesure que l'univers s'est étendu sur des milliards d'années, les régions plus denses ont attiré plus de matière par gravitation, formant les galaxies, les amas et les murs que nous voyons aujourd'hui. Mais les régions plus rares, ayant moins de masse, sont restées à la traîne et se sont transformées en vide. Selon ce calcul, le vide du Bouvier était simplement une région qui avait commencé avec une densité légèrement inférieure à celle de son environnement. Et cette minuscule différence s'est amplifiée sur 13 milliards d'années, jusqu'à ce qu'une petite sous-densité se transforme en une bulle de vide gigantesque. Cette théorie était simple, élégante. Pourtant, elle avait un problème. Des vides de l'ordre de 300 ou 400 millions d'années-lumière, comme le vide du Bouvier, étaient à la limite supérieure de ce que ce modèle prédisait. Il n'était pas impossible, mais il devait être extrêmement rare. C'était comme gagner le plus gros billet de loterie de l'univers. Mais et si le problème n'était pas là où nous le pensions? Et si le problème n'était pas un vide là-bas, mais un vide ici même, celui dans lequel nous sommes assis? C'est une idée avancée en 2017 par Indranil Banik et ses collaborateurs, qui a fondamentalement secoué la cosmologie. Ils ont suggéré que nous pourrions également vivre près du centre d'une plus grande sous-densité. Ils l'ont baptisé le vide KBC, d'après les initiales des auteurs qui l'ont proposé pour la première fois. Et leur calcul était choquant. Ils ont calculé que la région de l'espace contenant la Voie lactée était environ 20% moins dense que la densité moyenne de l'univers, dans une zone s'étendant sur environ 1 milliard d'années-lumière de rayon. S'ils avaient raison, ce vide aurait un diamètre d'environ 2 milliards d'années-lumière, et il contiendrait la Voie lactée en son centre ou près de son centre. Ce serait la plus grande sous-densité jamais définie dans l'univers. Cette découverte éclipsait même le Bouvier, car si c'était vrai, l'univers que nous observions n'était pas un échantillon représentatif du cosmos. Nous le regardions de l'intérieur d'une région relativement vide. C'est pourquoi nos mesures les plus fondamentales, comme l'expansion cosmique, l'âge de l'univers, la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres, étaient toutes affectées par une sorte de lentille gravitationnelle causée par le vide dans lequel nous nous trouvions. Ce n'était plus seulement une structure étrange au loin, c'était une possibilité qui affectait tout ce que nous regardions, tout ce que nous savions. Et puis, tout est devenu encore plus étrange quand ils ont regardé la plus ancienne lumière de l'univers,
car il est apparu que les vides n'étaient pas seulement des espaces vides passifs, mais qu'ils pouvaient avoir des effets actifs sur l'univers lui-même. Tout a commencé en 2004. Une équipe du National Radio Astronomy Observatory a détecté une anomalie dans le fond diffus cosmologique, CMB. C'est, à dire, le rayonnement résiduel du Big Bang 380 000 ans après que l'univers soit devenu transparent. Il y avait une région exceptionnellement froide dans une direction qui ne correspondait à aucun amas ou caractéristique connue. Cette région est devenue connue sous le nom de point froide du CMB, et pour les physiciens, c'était un cauchemar, car il ne devait pas être là. L'une des principales explications était un phénomène connu sous le nom d'effet Sachs-Wolf intégré. Selon cet effet, s'il y avait un très grand vide situé entre nous et cette région du ciel, les photons du CMB perdraient de l'énergie en traversant ce vide. Cette perte d'énergie créerait exactement le type de point froid que le CMB montrait, si un vide suffisamment grand se trouvait au bon endroit. Des recherches ultérieures ont détecté un vide exactement dans cette direction, probablement le plus grand de l'univers observable. Parfois appelé le supervide de l'Éridan, cette connexion a prouvé que les vides comme le Bouvier n'étaient pas seulement des anomalies curieuses, c'étaient des structures gigantesques et actives capables d'avoir des effets observables sur le rayonnement que nous utilisons pour étudier le cosmos à la plus grande échelle. Lorsque toutes ces découvertes sont rassemblées, l'image qui en ressort est la suivante. Une grande partie de l'univers était vide. Ces vides pouvaient être d'une taille ahurissante, et nous pourrions vivre à l'intérieur de l'un d'eux. De plus, ces vides étaient assez puissants pour affecter même la lumière la plus fondamentale de l'univers. Le vide du Bouvier n'était que l'exemple le mieux étudié de cette nouvelle et effrayante réalité. Mais désormais, une seule question occupait l'esprit des astronomes. Comment ces structures, ces néants gigantesques, fonctionnaient-ils exactement? Quel processus physique les créait? Quelle force leur permettait de devenir si grands? Et surtout, la mécanique de ces vides qui fusionnaient pour former des monstres encore plus grands. Alors, quelle était exactement la mécanique de ces néants gigantesques qui se créaient et fusionnaient pour former des monstres encore plus grands? Pour trouver les réponses, nous devons maintenant nous éloigner de l'excitation des découvertes choquantes et ouvrir le capot du moteur le plus fondamental et le plus lent de l'univers. Car comprendre ces structures, c'est comme lire les plans d'une architecture vieille de plusieurs milliards d'années. Entrons maintenant dans la technique et voyons comment ce néant cosmique a été construit, étape par étape. Tout, avant tout, a commencé par un murmure. Le premier mécanisme est caché dans la recette la plus fondamentale de l'univers. On pourrait l'appeler les fluctuations de densité primordiale. Pour comprendre cela, imagine une pâte à gâteau avant de la mettre au four. La pâte est à peu près homogène, mais au niveau microscopique, il y a un peu plus de farine à certains endroits, un peu plus de bulles d'air à d'autres. L'univers était exactement comme ça, moins d'une seconde après le Big Bang. En raison de la nature aléatoire de la mécanique quantique, il y avait de minuscules fluctuations d'énergie presque imperceptibles dans le tissu de l'espace-temps. Certaines régions étaient plus denses que la moyenne d'une partie par million, d'autres étaient tout aussi rares. Au début, ces différences étaient insignifiantes, mais ensuite, l'univers a commencé à s'étendre pendant 8 milliards d'années. Cette expansion a agi comme un amplificateur pour ces minuscules différences, car la gravité est une loi impitoyable. Les riches deviennent plus riches. Les régions denses, ayant un peu plus de gravité, ont commencé à attirer la matière environnante vers elles. C'est pourquoi, avec le temps, elles ont formé les galaxies, les amas de galaxies et les structures massives que nous connaissons aujourd'hui comme les murs de la toile cosmique. Mais, dans les régions rares, c'est l'inverse qui s'est produit. Ayant déjà moins de matière, elles n'ont pas pu résister à l'attraction gravitationnelle de leurs voisins. Elles ont donc cédé le peu de matière qu'elles avaient à ces régions plus denses. Et ainsi, elles sont devenues de plus en plus vides. C'est pourquoi les vides ne sont pas des trous percés plus tard dans l'univers.
Ce sont des régions qui étaient là depuis le début, mais qui n'ont tout simplement pas eu autant de succès que leurs voisines. Ce mécanisme explique pourquoi le principe cosmologique, c'est à dire l'idée que l'univers est le même partout, est faux, car l'univers n'a pas commencé lisse. Il était un peu grumeleux depuis le début, et ces grumeaux ont déterminé le destin de tout. Mais ce simple mécanisme ne pouvait pas expliquer entièrement le vide du Bouvier lui-même. Car oui, ce modèle prédisait que des vides existeraient. Mais un vide de 400 millions d'années-lumière de diamètre poussait les limites statistiques de ce simple modèle, les riches deviennent plus riches. C'était comme si une seule bulle d'air occupait toute une miche de pain. Ce n'était pas impossible, mais c'était très, très improbable. C'est pourquoi les scientifiques se sont concentrés sur un processus plus complexe, le modèle de fusion. C'est la meilleure explication actuelle. Et elle fait du vide du Bouvier non plus une anomalie, mais un produit naturel de l'évolution cosmique. La meilleure façon de comprendre cela est de penser aux bulles de savon dans un évier. Au début, il y a de nombreuses petites bulles, mais, avec le temps, les plus grandes avalent les plus petites. Leurs murs fusionnent et elles forment une seule bulle plus grande. C'est exactement l'histoire du vide du Bouvier. Selon les simulations modernes, il n'a pas grandi à partir d'une seule sous-densité primordiale gigantesque. Au contraire, c'est le résultat de la fusion de dizaines de vides plus petits existant au début qui se sont étendus et heurtés les uns aux autres pendant des milliards d'années. Ce modèle explique parfaitement cette caractéristique la plus étrange que Kirchner et son équipe ont trouvée, c'est, à dire, ce filament de galaxies cylindriques à l'intérieur du vide, car ce filament composé de 60 galaxies n'est pas une distribution aléatoire. Ce sont les frontières où ces petites bulles de savon en fusion se croisaient autrefois. C'est une cicatrice cosmique laissée par la fusion. C'est pourquoi il est plus juste de penser au vide du Bouvier non pas comme un monstre gigantesque, mais comme un cimetière unifié de monstres plus petits qui ont existé autrefois. Ce modèle de fusion a été testé à plusieurs reprises dans des simulations d'évolution cosmique à haute résolution et il a confirmé que des vides de la taille du Bouvier pouvaient se former étant donné les conditions initiales, que nous mesurons dans le fond diffus cosmologique. Cela ne nécessite pas de nouvelle physique. Cela nous demande simplement de permettre à l'univers de se comporter comme des bulles de savon. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là, car les vides ne se contentent pas de se former et de fusionner. Ce sont des entités actives et dynamiques. Le troisième et peut être le plus important mécanisme est que les vides ne sont pas un néant passif, mais une force répulsive active. On peut appeler cela le drainage de matière. Pensez-y comme un bassin versant. L'eau au sommet des montagnes, le centre du vide, s'écoule vers les vallées et les rivières, les murs et les filaments en raison de la gravité. Avec le temps, les sommets des montagnes s'assèchent, tandis que les lits des rivières se creusent. C'est exactement ce qui se passe dans les vides. À mesure que l'univers s'étend, la matière à l'intérieur d'un vide continue de s'écouler vers l'extérieur, car les murs et les filaments qui entourent le vide sont beaucoup plus denses que lui. Ils exercent donc une attraction gravitationnelle plus forte. C'est comme si la matière était aspirée hors du vide. Ce processus s'auto-alimente avec le temps. À mesure que les murs attirent plus de matière, ils deviennent plus denses et leur force d'attraction augmente. Les vides, en perdant plus de matière, deviennent plus vides et leur force d'attraction diminue. C'est pourquoi, à mesure que l'univers vieillit, l'écart entre les riches et les pauvres se creuse, les murs deviennent plus peuplés et les vides encore plus solitaires. Cela explique pourquoi le vide du Bouvier n'a qu'un tiers à un sixième de la densité moyenne de l'univers. Il n'était pas seulement rare au départ, il perd continuellement de la matière depuis 8 milliards d'années. Ce processus ne permet pas seulement aux vides d'exister, il leur permet aussi de se développer. Ils fusionnent avec les vides voisins. Ils remodèlent les frontières de la toile cosmique qui les entoure. Et ils le font en repoussant la matière avec leur propre expansion, comme une lente expiration qui dure des milliards d'années. Lorsque ces mécanismes sont réunis, une image cohérente de la raison pour laquelle l'univers ressemble à une écume émerge. Tout a commencé avec des fluctuations quantiques.
Puis ces petites différences se sont amplifiées par la gravité, les régions plus rares formant des vides. Et ces vides, avec le temps, ont fusionné et repoussé la matière environnante pour former les structures gigantesques d'aujourd'hui. C'est un modèle élégant et puissant, mais ce n'est que la partie de l'histoire concernant la matière. Car, lorsque nous avons compris que les vides pouvaient affecter non seulement la matière, mais aussi l'élément le plus fondamental de l'univers, la lumière elle-même, nous sommes entrés dans des eaux vraiment dangereuses, car cet effet pouvait affecter non seulement la façon dont nous voyons l'univers, mais même nos mesures les plus fondamentales à son sujet. Pouvait les affecter, car cet effet mettait en doute non seulement la façon dont nous voyons l'univers, mais aussi nos mesures les plus fondamentales. C'est pourquoi le quatrième mécanisme ne concerne pas la matière elle-même, mais le tissu de l'espace-temps et la lumière qui le traverse. On l'appelle l'effet Sachs-Wolfe intégré, du nom des physiciens qui l'ont décrit pour la première fois. C'est l'une des conséquences les plus étranges et les moins intuitives de la relativité générale. Et il explique comment des vides comme le Bouvier peuvent tacher la plus ancienne photo de l'univers, le fond diffus cosmologique. Pour comprendre cela, imaginez un photon de lumière comme une bille passant par une vallée, une région dense ou une colline, un vide. Lorsqu'un photon entre dans un amas de galaxies denses, il tombe dans le puits de potentiel gravitationnel et gagne de l'énergie, c'est dire qu'il se décale vers le bleu. En sortant, il doit remonter ce puits et perd l'énergie qu'il a gagnée, c'est dire qu'il se décale vers le rouge. Le résultat net est nul. Mais, en passant par un vide, les choses changent. En entrant dans le vide, le photon perd de l'énergie comme s'il gravissait une colline gravitationnelle, car il monte dans une région moins dense. Normalement, en sortant, il devrait récupérer l'énergie perdue en descendant cette colline. Pourtant, l'univers est en expansion, et cette expansion s'accélère à cause de l'énergie sombre. C'est pourquoi, pendant que le photon est à l'intérieur du vide, le vide lui-même s'étire et s'aplatit, tout comme si la colline elle-même s'aplatissait pendant que la bille passe dessus. C'est pourquoi, lorsque le photon sort du vide, la colline qu'il descend est maintenant plus basse que celle qu'il a gravie. En conséquence, il ne peut pas récupérer toute l'énergie qu'il a perdue en montant. Il continue son chemin avec une perte nette d'énergie. Ce qui signifie que sa température baisse, c'est dire qu'il apparaît plus rouge. C'est la théorie principale derrière le point froid du CMB, découvert en 2004. Le supervide de l'Éridan dans cette direction refroidit lentement les photons de milliards d'années qui le traversent. L'existence du vide du Bouvier confirme que ce mécanisme n'est pas seulement une théorie, mais que des structures de cette échelle existent réellement dans l'univers et peuvent affecter même la plus ancienne lumière de l'univers. Mais et si cet effet n'affectait pas seulement la lumière lointaine, mais aussi nos propres mesures, celles que nous faisons ici et maintenant? Cela nous amène au mécanisme le plus troublant, l'hypothèse du vide local et son impact potentiel sur l'une des plus grandes crises de la cosmologie moderne, la tension de Hubble. La tension de Hubble, c'est simple. Les différentes méthodes que nous utilisons pour mesurer le taux d'expansion de l'univers donnent des réponses différentes et incompatibles. Les mesures du fond diffus cosmologique, basées sur la physique de l'univers primordial, disent que l'univers s'étend à un rythme d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. Mais les mesures basées sur des indicateurs locaux, comme les supernovae proches, trouvent que ce rythme est d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. Cette différence de 5 à 10% peut sembler faible, mais elle est statistiquement extrêmement significative et personne n'a pu l'expliquer depuis 10 ans. C'est là qu'intervient l'idée de vivre dans un vide local gigantesque comme le vide KBC. Pour comprendre cela, imaginez que vous essayez de mesurer la vitesse du courant dans une rivière, mais vous faites la mesure depuis un bateau qui est lui-même emporté dans un tourbillon local de la rivière. Votre mesure sera la vitesse générale du courant de la rivière plus la vitesse de votre bateau dans le tourbillon local. C'est pourquoi, si nous vivons vraiment près du centre d'une sous-densité massive
comme le vide qu'ébc, alors les régions plus denses à l'extérieur du vide nous attirent, nous et notre groupe local, galaxie, continuellement vers l'extérieur. Cet écoulement sortant local s'ajoute à l'expansion générale de l'univers. C'est pourquoi notre mesure faite en regardant les supernovae locales donne un résultat artificiellement plus élevé que le taux d'expansion moyen réel de l'univers. Cet effet, s'il est réel, pourrait expliquer une partie importante, sinon la totalité, de la tension de Hubble. Il ne s'agit plus seulement de comprendre la structure de l'univers, cela signifie que nos mesures les plus fondamentales sur l'univers pourraient être contaminées par notre position particulière. Tous ces mécanismes nous amènent à la dernière et plus profonde transformation technique, une révolution de la mentalité. On peut l'appeler l'inversion de la figure et du fond. Pendant une grande partie du XXe siècle, lorsque les astronomes et les physiciens imaginaient la structure de l'univers, ils imaginaient des galaxies, les objets brillants, les endroits où les étoiles brûlent, les planètes se forment, la matière se rassemble. Les zones vides entre les deux étaient considérées comme un simple fond, une toile sur laquelle la structure était peinte. Mais ce qui a commencé avec la découverte du vide du Bouvier et ce que la cartographie des décennies suivantes a clarifié, c'est que cette image inversait la figure et le fond. Les structures brillantes que nous voyons, c'est à dire les filaments, les murs et les amas de galaxies, n'occupent qu'une petite fraction du volume de l'univers. Selon la plupart des estimations, les vides constituent environ 80% du volume total du cosmos observable. La structure principale n'est donc pas les galaxies. Les galaxies sont les frontières. Ce sont les fines couches et les filaments incurvés où la matière s'est accumulée sur les surfaces entre les vastes espaces vides. L'univers, aux échelles que nous pouvons maintenant mesurer, n'est pas une collection de choses brillantes reliées par des vides. C'est une collection d'espaces vides, séparés par de fines surfaces, où la matière s'est accidentellement déposée. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une description quantitative de la toile cosmique. Ce changement de mentalité modifie radicalement la façon dont nous modélisons l'univers. La question n'est plus « comment les galaxies s'agglomèrent-elles ?» La question devient « comment les vides créent-ils les frontières où les galaxies peuvent se déposer ?» Les vides ne sont plus passifs, ils sont actifs. Ce sont les forces qui organisent l'univers en repoussant la matière avec leur propre expansion et en façonnant les murs. Ces néants gigantesques, nés de fluctuations quantiques, grandissant par fusion, balayant la matière qu'ils contiennent et volant même l'énergie de la lumière qui les traverse. Ces mécanismes montrent que l'univers n'est pas seulement vide, mais que ces vides sont les principaux acteurs qui façonnent le destin de l'univers. Pourtant, toutes ces explications techniques, tous ces modèles élégants, nous amènent à la partie la plus excitante et la plus troublante de l'histoire. Car la vraie question n'est plus de savoir comment fonctionnent ces vides. La vraie question est de savoir ce que leur existence signifie. Que dit cette nouvelle carte de l'univers sur notre place sur cette carte? Et surtout, si 80% de l'univers est cela, c'est à dire un néant immense et sombre. Alors nous, alors que sommes-nous? Sommes-nous une petite île dans cette mer de néant? Ou faisons-nous aussi partie de ce néant? Ces questions n'étaient plus seulement une curiosité académique, mais une peur existentielle. Et maintenant, nous arrivons au point culminant, car la plus grande, la plus effrayante découverte ne se trouvait pas dans les profondeurs de l'espace. C'était ce que nous avons vu en regardant dans le miroir de l'univers. Le tempo est maintenant au maximum, car c'était le moment qui a tout changé. C'était le moment où l'univers nous a montré son vrai visage. Et ce visage était vide, terriblement vide. Et voici la première onde de choc. La taille. Mais ce n'était pas seulement grand. C'était si grand que l'esprit humain ne pouvait le concevoir. Un record. Un néant plus grand que tout ce qui avait existé dans l'histoire. Le vide du Bouvier. Lorsque les chiffres ont commencé à arriver, les scientifiques n'ont pas pu y croire, car ces chiffres ne semblaient pas physiquement possibles. Son diamètre était de 400 millions d'années-lumière. 400 millions. C'était exactement 4000 fois plus large que notre galaxie, la Voie lactée.
Cela représentait 2% du volume total de l'univers observable. Une seule structure. Cela signifiait un volume de plus d'1 million de mégaparsecs cubes. C'était un monstre que le modèle standard n'avait jamais, mais alors jamais, prédit. Selon les théories, une région de cette taille dans l'univers aurait dû contenir environ 2000 galaxies, 2000. Mais il n'y en avait que 60, et cela signifiait une absence de 97%. Sur 100 galaxies qui auraient dû exister, 97 n'avaient tout simplement pas existé. La célèbre expérience de pensée de l'astronome Greg Aldering révélait l'ampleur du choc. Si nous avions été en son centre, nous aurions cru être seuls dans l'univers jusqu'aux années 1960. Edwin Hubble n'aurait jamais découvert une autre galaxie. Carl Sagan, en parlant de milliards et de milliards d'étoiles, n'aurait en fait parlé que des étoiles de notre propre galaxie. Cette découverte n'a pas seulement battu un record. Cette découverte était une preuve brutale de la solitude cosmique absolue. Car nos modèles ne permettaient pas la formation d'un vide aussi grand. C'était une impossibilité statistique. Le monde scientifique était ébranlé. Les manuels scolaires étaient devenus obsolètes à cet instant. Car au milieu de l'univers, il y avait un monstre qui ne devait pas exister. Mais ensuite, un deuxième choc, plus profond, est arrivé. Le vide n'était pas vide. C'était quelque chose de beaucoup plus étrange. Car au début, tout le monde pensait que c'était un néant absolu. Mais, lorsque des mesures plus précises ont été effectuées, la réalité s'est avérée beaucoup plus troublante. Il y avait de la matière à l'intérieur du vide, seulement beaucoup moins qu'il n'aurait dû y en avoir. Les chiffres étaient à nouveau ahurissants. La densité de matière à l'intérieur du vide n'était que d'un tiers à un sixième de la densité moyenne de l'univers. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que le vide n'était pas réellement vide, mais simplement un endroit chroniquement raté. La matière noire et le gaz d'hydrogène qui auraient dû former des galaxies et des étoiles étaient là. Mais pas assez. D'une manière ou d'une autre, ce coin de l'univers n'avait jamais franchi ce seuil de densité critique nécessaire pour former des structures. C'était comme le chantier abandonné du plus grand projet de construction de l'histoire. Les matériaux étaient là, mais ils ne se sont jamais assemblés. C'était encore plus grand que le choc précédent, car ce n'était plus seulement un problème de trou. C'était le problème de savoir pourquoi les mécanismes de formation fondamentaux de l'univers fonctionnaient à un endroit et pas à un autre. Comment cela était-il possible? Le cosmos ne devait-il pas être soumis aux mêmes règles? Cette découverte a porté le coup de grâce à l'idée que l'univers était homogène, car l'univers n'était pas seulement grumeleux. Certaines de ces régions étaient, de manière inexplicable, défectueuses de naissance. Le monde scientifique était une fois de plus stupéfait, car ce n'était pas une variable que nous pouvions ajouter à nos modèles. C'était une anomalie qui remettait en question la logique même de nos modèles. Et juste au moment où nous pensions avoir vu le pire, la troisième et la plus fantomatique des découvertes a été faite. Le secret au cœur du vide. Ces 60 galaxies, ces îles d'étoiles solitaires et abandonnées, elles n'étaient pas distribuées au hasard. Non, c'était beaucoup plus étrange, car les observations par radiotélescope de 1996 et 1997 ont révélé que ces galaxies étaient parfaitement alignées le long d'un filament cylindrique en forme de tube qui traversait le centre même du vide. Un squelette fantôme, un os s'étendant sur des millions d'années-lumière. C'était impossible, car si le vide était né d'une seule sous-densité massive, tout ce qu'il contenait aurait été entraîné au hasard. Mais cette structure racontait une histoire de violence. C'était la plus grande scène de crime cosmique de l'histoire. Et ce filament était l'arme du crime. C'est à ce moment-là qu'il a été compris. Le vide du Bouvier n'était pas une seule entité. C'était un monstre formé par la fusion de dizaines de vides plus petits, qui s'étaient mutuellement dévorés pendant des milliards d'années. Et ce filament fantôme, c'étaient les derniers vestiges laissés aux frontières où ces anciens vides se sont rejoints, une cicatrice cosmique. Cela a complètement changé le paradigme. Le Bouvier n'était plus une anomalie.
C'était la preuve de la cruauté et du dynamisme de l'univers. Cela a ouvert un tout nouveau domaine que nous avons appelé l'évolution des vides, car les vides n'existaient pas seulement. Ils naissaient, grandissaient, fusionnaient et mouraient, tout comme des organismes vivants. Les scientifiques devaient maintenant se concentrer non seulement sur ce qu'était le vide, mais sur comment il était devenu ainsi, car cela avait révélé l'un des secrets les plus sombres de l'univers. Même le néant avait un cycle de vie, mais le vrai tremblement de terre n'était pas encore arrivé. Jusqu'à présent, tout était loin. À 700 millions d'années-lumière, à une distance de sécurité, mais ensuite, la quatrième, la plus personnelle et la plus effrayante des affirmations a été faite. Le monstre n'était pas dehors. Le monstre, c'était nous, ou plutôt, nous étions à l'intérieur de lui. Une série d'articles publiés entre 2013 et 2020 a frappé le monde de la cosmologie comme une bombe atomique. 3 astronomes nommés Keenan, Barger et Cowie ont suggéré que notre propre galaxie, la Voie lactée, se trouvait également à l'intérieur d'un vide massif, le vide KBC, et ce vide faisait passer le Bouvier pour un nain. Les chiffres dépassaient l'imagination. Le diamètre de ce vide était de 2 milliards d'années-lumière. 2 milliards. C'était 5 fois plus grand que le Bouvier. C'était la plus grande structure jamais proposée dans l'univers, et nous étions près de son centre. Selon leurs calculs, cette région massive était 20% moins dense que la densité moyenne de l'univers. Ce n'était plus seulement une observation, c'était une affirmation sur notre existence même. Car si c'était vrai, tout ce que nous savions de l'univers était faux. Toutes nos mesures, nos calculs les plus fondamentaux, l'âge de l'univers, son taux d'expansion, tout était faux. Car nous ne voyons pas l'univers tel qu'il était. Nous le voyons à travers une lentille déformée depuis l'intérieur d'un vide massif. Cela pouvait expliquer nos plus grands mystères comme la tension de Hubble. Mais le prix à payer était énorme. Abandonner le principe copernicien vieux de plusieurs centaines d'années, selon lequel notre place dans l'univers n'est pas spéciale. Nous étions maintenant dans un endroit spécial, l'un des endroits les plus vides de l'univers, et c'était le plus grand tremblement de terre de l'histoire de la science. Car c'était une découverte qui remettait en question non seulement les modèles, mais la science elle-même, le rôle de l'observateur. Et puis, après tous ces chocs, la dernière, la plus grande et la plus bouleversante des vérités est arrivée. La 5e vague. La figure et le fond ont été inversés. Le Bouvier n'était pas une anomalie. Le KBC n'était pas une anomalie. L'anomalie, c'était nous, car les dernières cartographies, les simulations les plus avancées, toutes montraient une seule chose. 80% de l'univers était du vide. 80. Ces galaxies brillantes que nous voyons, ces beaux filaments, ces murs immenses, ce n'était pas l'univers. Ce n'était que 20% de l'univers. C'était une fine couche d'écume sur l'océan de néant immense. Nous ne vivions pas dans une soupe de galaxies. Nous vivions dans un univers de bulles de savon. Et la vraie structure, c'était les bulles elles-mêmes, les vides. Ils étaient la force principale qui façonnait l'univers, poussant la matière vers les murs et les filaments, déterminant l'architecture du cosmos. Même la plus grande structure de l'histoire, le grand mur d'Hercule couronne boréale, un filament massif s'étendant sur 10 milliards d'années-lumière, n'était en réalité rien de plus que la frontière entre deux vides immenses. C'était le changement de paradigme ultime. Nous devions concentrer notre esprit non pas de l'obscurité à la lumière, mais de la lumière à l'obscurité. Car l'univers n'était pas un endroit brillant comme nous le pensions. L'univers était majoritairement sombre et vide. Et nous vivions dans une fine fissure de lumière entre cette obscurité. C'était la dernière et la plus grande leçon que le Bouvier nous a enseignée. Il ne nous a pas seulement montré un vide, il nous a montré la vraie nature de l'univers. Et cette nature nous a frappés en plein visage, nous montrant à quel point notre existence est fragile, rare et inconcevable. C'était ça, le point culminant, la taille, l'échec, l'histoire et enfin la réalité. L'univers était une mer de vide et nous étions une luciole perdue dans cette mer. Alors, quelle était notre place dans ce nouveau et effrayant cosmos, cet univers dominé par des néants gigantesques?
Que nous disait cette vérité sur le sens de notre existence? Et que signifiaient ces vides pour l'avenir de l'univers? Car la partie la plus sombre et la plus philosophique de cette histoire commençait. Car la partie la plus sombre et la plus philosophique de cette histoire allait plus loin que les chiffres et les théories. C'était comme se réveiller d'un rêve de plusieurs centaines d'années, se réveiller dans un cauchemar. C'est pourquoi la 6e onde de choc qui arrivait maintenant n'était pas la découverte d'une nouvelle structure, c'était l'effondrement d'une idée, d'un principe, du fondement même sur lequel la cosmologie moderne avait été construite, le principe cosmologique. Il était mort, et ce qui l'a tué, c'est le vide du Bouvier. Ce principe, formulé par Einstein en 1915, était une hypothèse. L'hypothèse que l'univers était homogène et isotrope. C'est A. Dire qu'il semblait le même partout et dans toutes les directions. C'était une simplification élégante qui rendait les équations solubles. Mais c'était une hypothèse. Elle ne reposait pas sur l'observation. Et le Bouvier a brutalement détruit cette hypothèse, car un vide de 400 millions d'années-lumière de diamètre ne signifiait pas le même partout. Cela signifiait certains endroits sont terriblement différents des autres. Cela a prouvé que l'univers n'était pas seulement un peu grumeleux, mais qu'il possédait des anomalies structurelles gigantesques. Et avec la mort de ce principe, notre hypothèse la plus fondamentale est également morte. L'hypothèse que notre place dans l'univers n'est pas spéciale. Si l'univers n'est pas le même partout, alors l'endroit où nous nous trouvons pourrait ne pas être représentatif du reste de l'univers. C'était une révolution scientifique. Car Copernic nous avait chassés du centre de l'univers, mais le principe cosmologique nous avait donné une nouvelle consolation. Nous ne sommes peu, être pas au centre, mais au moins nous sommes dans un endroit ordinaire. Le Bouvier nous a enlevé cette consolation aussi. Nous n'étions plus sûrs d'être ordinaires. Peut-être vivions-nous dans un quartier très étrange. Ce n'était pas seulement la découverte d'un vide, c'était la dynamitage de la base philosophique de la cosmologie. Et des décombres, une image beaucoup plus troublante de l'univers commençait à émerger. Et cette image est devenue encore plus nette avec la 7e onde de choc. Ce n'était pas seulement un problème philosophique, c'était une crise mesurable, la tension de Hubble, et le fantôme du Bouvier apparaissait en plein milieu de cette crise. La crise était la suivante. Il y avait 2 façons de mesurer le taux d'expansion de l'univers, et les 2 donnaient des résultats différents, impossibles, mais c'était réel. Les mesures basées sur la lumière de l'univers primordial, le fond diffus cosmologique, donnaient une vitesse de 67 km par seconde par mégaparsec. Mais les mesures locales basées sur les supernovae proches trouvaient cette vitesse à 73. La différence était de près de 10% et c'était une catastrophe statistique. Pendant des années, personne n'a pu l'expliquer. Et puis, l'hypothèse du vide KBC a été avancée. Et si nous étions nous aussi dans un vide 5 fois plus grand que le Bouvier, de 2 milliards d'années-lumière de diamètre, cette idée pouvait transformer l'attention de Hubble d'une crise en un symptôme. Car si nous vivons dans un vide immense, nous sommes constamment attirés vers l'extérieur par les régions plus denses qui nous entourent. Cette attraction locale s'ajoute à l'expansion générale de l'univers. C'est pourquoi nos mesures locales donnent un résultat artificiellement plus élevé que la vitesse réelle de l'univers. Cela pourrait-il expliquer toute la tension? Peut être une partie. Mais cela offrait une réponse à l'un des plus grands mystères de l'histoire de la science, par la porte ouverte par le Bouvier. Et la réponse elle-même était plus effrayante que le mystère. Nos mesures les plus fondamentales pourraient être une illusion créée par le néant immense dans lequel nous nous trouvons. Nous devions maintenant remettre en question non seulement ce qu'est l'univers, mais même ce que signifient nos mesures. C'était un poignard de doute planté au cœur de la science. Mais les effets des vides n'étaient pas seulement indirects. Ils étaient comme des fantômes. Et le 8e choc est venu quand il a été démontré ce qu'il faisait à la plus ancienne lumière de l'univers, le point froid du CMB. Cette anomalie découverte en 2004 était une tache immense et froide sur la carte du fond diffus cosmologique
qui ne devait pas être là. Des milliards d'explications ont été tentées, mais aucune ne convenait parfaitement. Et puis, la théorie de l'effet Sachs-Wolfe intégré s'est combinée à l'existence de structures comme le bouvier. La théorie était la suivante. Les photons les plus anciens de l'univers perdent de l'énergie en traversant un vide immense entre nous et eux, car le photon gravit une colline gravitationnelle en entrant dans le vide. Mais, pendant qu'il passe, cette colline s'aplatit à cause de l'expansion accélérée de l'univers. C'est pourquoi le photon, en sortant, ne peut pas descendre autant qu'il a monté, et il continue son chemin avec une perte nette d'énergie, plus froid. C'était une théorie, jusqu'à ce que les astronomes trouvent quelque chose exactement dans la direction de ce point froide. Un supervide. Le supervide de l'Éridan. Probablement la plus grande structure de l'univers observable. Un néant s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Et il était exactement là où il devait être. C'était la première fois qu'il était prouvé qu'un vide avait un effet direct et mesurable sur le tissu le plus fondamental de l'univers. Les vides n'étaient plus seulement des espaces passifs et vides. C'étaient des monstres gravitationnels actifs, capables de tacher même la plus ancienne lumière de l'univers. Cela prouvait que le bouvier n'était qu'un exemple. L'univers était rempli de ces structures gigantesques et fantomatiques. Et elles, sans même que nous en soyons conscients, façonnaient le cosmos et affectaient tout ce que nous voyons. C'était la première preuve tangible du côté obscur de l'univers. Et lorsque toutes ces pièces se sont assemblées, la 9e et dernière onde de choc est arrivée. La vérité ultime, ce n'était pas une découverte, c'était une illumination douloureuse. La figure et le fond ont changé de place pour toujours. Nous pensions que l'univers était composé de galaxies. Nous avions tort, complètement tort. L'univers n'est pas composé de galaxies. L'univers est composé de vide. Ils occupent 80% du volume total de l'univers. 80%. Tout ce que nous voyons, ces galaxies scintillantes, ces nébuleuses magnifiques, ces amas immenses, ce n'est qu'une exception. Ce sont des débris cosmiques accumulés aux frontières de l'océan de vide immense. Même la plus grande structure de l'histoire, le grand mur d'Hercule couronne boréale de 10 milliards d'années-lumière, n'est en réalité qu'un mince filament à la jonction de deux vides immenses. La vraie structure n'est pas le mur. La vraie structure est le néant des deux côtés du mur. Cela a inversé l'hypothèse fondamentale des 400 dernières années d'astronomie. Ce n'est pas sur les galaxies que nous devions nous concentrer. C'était sur les vides. Ils étaient le squelette de l'univers. Ils étaient la force principale qui dictait à la matière où aller, qui façonnait la toile cosmique, qui déterminait le destin de l'univers. Nous pensions être les héros de l'histoire, mais nous n'étions que des figurants remplissant les espaces entre les personnages principaux. Les personnages principaux, c'étaient les vides. C'était la leçon ultime que le Bouvier nous a enseignée. Il n'était pas seulement grand et vide, il était normal. Ce qui était anormal, étrange, rare, c'était nous. C'était notre existence. C'était notre galaxie dense et bondée. Et cette vérité était plus bouleversante que tout ce qui avait précédé. Voilà donc le point culminant. La mort d'un principe vieux de plusieurs siècles. Le fait que nos mesures les plus fondamentales pourraient être une illusion. Les forces fantomatiques qui tachent la plus ancienne lumière de l'univers. Et enfin, le fait que l'univers lui-même est en réalité une collection de néants immenses et que nous sommes un détail insignifiant à l'intérieur de ce néant. Ces découvertes nous ont secoués, ont détruit nos modèles et ont brisé nos hypothèses les plus fondamentales sur notre place dans l'univers. Maïs, maintenant, au milieu de ces décombres, il est temps de retenir notre souffle et de nous arrêter. Il est temps d'aller au-delà de ce bruit, de ce choc et de cette vitesse. Car après toutes ces découvertes épiques, une seule question subsiste, la plus importante. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Si l'univers est cela, c'est à dire une mer de néant sombre, vide et indifférent, alors ce minuscule, brillant moment au milieu de cette mer, quel est le sens de ce moment vécu? Et maintenant, nous faisons face à la question la plus importante. Car lorsque la tempête des découvertes se calme,
Lorsque le bruit des chiffres cesse, c'est dans le silence qui reste que nous nous trouvons. Ce petit, fragile et curieux moi, debout au milieu de cet univers immense, vide, indifférent et écrasant. À ce stade, la science doit se transformer en philosophie. Nous ne devons plus demander « qu'y a-t-il ?», mais « qu'est-ce que cela signifie ?» C'est pourquoi nous ralentissons maintenant. Nous respirons et nous essayons de comprendre notre propre place sur cette nouvelle carte du cosmos à travers les leçons troublantes mais aussi merveilleuses que le vide du Bouvier nous a enseignées. Car le plus grand secret de l'univers n'est peut être pas caché dans les vides immenses, mais en nous qui regardons ces vides. Et voici que nous faisons face au premier et plus profond paradoxe, le fait que l'univers soit presque entièrement vide et le fait que ce vide soit en réalité l'architecte de tout. D'un côté, il y a un néant d'une taille ahurissante, occupant 80% en volume du cosmos observable. Le vide du Bouvier n'est qu'un exemple local de ce néant. Cela dit que l'état fondamental de l'univers n'est pas la matière, mais l'absence. Cela dit que notre existence est une anomalie, une exception. Mais, de l'autre côté, il y a le fait que ce vide n'est pas un arrière-plan passif, mais au contraire la force la plus active qui façonne la structure de l'univers. Les vides s'étendent, et en s'étendant, comme les eaux qui creusent le lit d'une rivière, ils poussent la matière devant eux, formant ces fins filaments et murs que nous voyons aujourd'hui. Comment est-ce possible ? Comment se fait-il que la force la plus créative, la plus organisatrice de l'univers soit une chose qui, par définition, est rien ? C'est le dilemme le plus fondamental de l'existence. La vérité tragique est que cela signifie que nous sommes complètement hors de notre contrôle. L'emplacement de notre galaxie, nos voisins, notre destin, tout a été déterminé par les caprices de vide immenses en expansion depuis des milliards d'années. Nous ne sommes pas des êtres actifs rassemblés par la gravité. Nous sommes des débris passifs échoués sur les rives d'océans de néant immenses. Pourtant, dans cette tragédie, il y a aussi une beauté incroyable, car cela montre que notre existence n'est pas aléatoire. Nous vivons dans les endroits les plus spéciaux, les plus rares de l'univers, pas dans l'océan lui-même, mais sur ces fines et scintillantes côtes que l'océan a façonnées. Sans le vide, il n'y aurait pas de structure. Sans le néant, il n'y aurait pas d'être. Et toi, tu fais aussi partie de ce paradoxe. Tu es aussi défini par les vides qui façonnent ta vie. Ce vide entre tes rêves et tes réalités. Ce vide entre ce que tu dis et ce que tu ne peux pas dire. Tu n'es pas seulement une collection de tes atomes. Tu es la forme que le néant qui t'entoure t'a donnée en te comprimant. Ton existence n'acquiert un sens que grâce à l'absence qui t'entoure, ce que nous avons manqué. Des simulations à haute résolution peuvent condenser les 8 milliards d'années d'évolution de l'univers en quelques heures. Lorsque nous regardons ces simulations, nous pouvons voir comment des structures comme le vide du Bouvier sont nées, ont fusionné et ont grandi. À cet instant, nous voyons ce glacier en mouvement. Nous pouvons regarder cette danse lente et cosmique derrière le visage calme de l'univers. Et cela nous enseigne peu être la leçon la plus importante. Rien n'est aussi immobile qu'il y paraît. Tout est dans un flux et un changement constant, même si c'est sur une échelle de temps trop lente pour que nous la percevions. Toi aussi, tu fais partie de cette illusion. Il peut y avoir des moments dans ta vie où tu as l'impression que tout est arrêté, que rien ne change. Mais tu fais aussi partie de ce changement lent et incessant. Tes cellules se renouvellent, tes pensées évoluent, le monde tourne. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu es emporté dans cette danse cosmique avec ce flux lent et inévitable. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement lui-même. Même le vide du Bouvier, ce monument au néant absolu, n'est pas une exception à cette règle. Un néant créatif, un lien établi au milieu de la solitude, une conscience infinie à l'intérieur de l'insignifiance, un témoignage éternel dans un instant éphémère et un changement incessant derrière une tranquillité absolue. Voilà les leçons philosophiques que le vide du Bouvier nous a enseignées. Nous savons maintenant que l'univers n'est pas seulement un endroit lumineux composé de galaxies. Il est majoritairement vide, sombre et silencieux. Nous savons maintenant
que notre existence n'est pas une règle, mais une exception. Et nous savons maintenant que notre importance ne réside pas dans l'espace que nous occupons, mais dans notre capacité à comprendre. Lorsque nous déployons cette nouvelle carte devant nous, notre place dans l'univers semble à la fois plus modeste et beaucoup plus précieuse qu'auparavant. Car dans cette mer de néant immense, notre conscience, notre vie et notre quête de sens sont l'une des rares lumières dans l'obscurité. Mais, après toutes ces pensées, au-delà de tous ces paradoxes, il reste une autre question à laquelle nous devons répondre. Peut être la plus difficile. Jusqu'à présent, nous avons toujours regardé l'univers de notre propre point de vue. Nous l'avons interprété avec nos propres perceptions, nos propres questions, notre propre quête de sens. Nous avons défini le vide en fonction de ce qu'il signifie pour nous. Mais et si la dernière étape était de nous retirer complètement de cette équation? Et si la vraie question n'était pas « que signifie ce vide pour nous ?» Et si la vraie question était « à quoi ressemble ce vide ?» Sans aucune de nos attentes, aucune de nos interprétations, dans son état pur, c'est pourquoi nous devons maintenant faire le pas le plus difficile. Nous devons essayer de nous retirer de cette équation, notre esprit humain curieux et en quête de sens. Car la dernière étape pour vraiment comprendre l'univers peut être de cesser de demander ce qu'il signifie pour nous et d'essayer d'imaginer ce qu'il est sans nous. Ce sont les eaux les plus profondes et les plus silencieuses de la philosophie, et le vide du Bouvier est le phare le plus sombre qui puisse nous guider dans ce voyage, car c'est là que l'idée d'un univers centré sur l'homme est morte. Et voici notre première confrontation avec cette nouvelle perspective, le paradoxe où la connaissance nous mène à une ignorance encore plus grande. Nous étudions le vide du Bouvier depuis plus de 40 ans, nous pensons tout savoir à son sujet. Nous savons qu'il est à 700 millions d'années-lumière de nous. Nous savons que son diamètre est de 400 millions d'années-lumière. Nous savons qu'il contient seulement 60 galaxies au lieu des 2000 qu'il devrait contenir. Mais cette connaissance, cette certitude, est en réalité une illusion massive, car chaque réponse à cette question « quoi » soulève une question « pourquoi » beaucoup plus grande et sans réponse. Pourquoi dans cette région précise de l'univers? Pourquoi les régions voisines sont-elles devenues des super-amas alors que celle-ci est restée si vide? Pourquoi son diamètre est-il de 400 millions d'années-lumière et non de 200 millions ou 600 millions? Comment est-ce possible? Notre meilleur modèle actuel, le modèle cosmologique standard, n'a qu'une seule réponse à cette question, le hasard. C'est statistiquement possible, mais ce n'est pas une réponse. C'est l'aveu d'une absence de réponse. La vérité tragique est que 40 ans de recherche, tout ce temps de télescope, tous ces esprits brillants ne nous ont pas amenés au sommet de la connaissance, mais au bord de l'océan de notre ignorance. Peut être que nous ne connaîtrons jamais la réponse à cette question « pourquoi ?» car cette réponse pourrait être cachée dans les conditions initiales des premiers instants de l'univers, perdus à jamais. Nous sommes comme des détectives examinant une scène de crime, mais qui ne comprendront jamais comment le meurtre a été commis. Pourtant, dans cette tragédie, il y a encore cette beauté profonde et bouleversante, car ce qui fait avancer la science, ce ne sont pas les réponses, mais les questions, surtout les questions sans réponse. Le vide du Bouvier est un professeur impitoyable qui nous montre les limites de nos modèles. Son existence est un cri silencieux qui dit « Ne vous contentez pas de ce que vous savez, allez plus loin ». C'est une énigme que l'univers nous pose et à laquelle nous ne sommes pas encore prêts à répondre. Et se débattre avec cette énigme est bien plus précieux que de parvenir à une réponse. Toi aussi, tu vis ce paradoxe dans ta propre vie. Plus tu en apprends sur toi-même, plus tu te rends compte à quel point tu en sais peu. Chaque réponse soulève de nouvelles questions. Et peut être que le sens de la vie n'est pas de trouver toutes les réponses, mais de continuer à poser les bonnes questions, tout comme nous continuons à les poser au vide du Bouvier. Et cela nous amène à une deuxième confrontation, encore plus abstraite, cette fine ligne entre le fait que le sens lui-même puisse être une illusion et l'inévitabilité de l'acte de créer du sens. Le vide du Bouvier, en soi, est un monument parfait à l'absurdité. Il existe depuis 8 milliards d'années
un échec cosmique colossal où ni étoile, ni planète, ni vie, ni conscience n'ont germé. C'est une preuve tangible de l'indifférence, de l'absence de but de l'univers. Il ne sait pas le nom que nous lui avons donné. Il ne sait pas que nous l'étudions. Si nous disparaissions demain, il continuerait sa même existence insensée, silencieuse et vide. C'est ce que l'esprit humain a le plus de mal à accepter, car nous sommes des machines à chercher du sens. Nous sommes programmés pour attribuer un but, une intention, une histoire à tout. La vérité tragique est qu'une grande partie de l'univers n'a pas d'histoire. Elle est juste là, et le sens que nous lui attribuons n'est qu'un murmure unilatéral qui n'existe que dans notre propre esprit, ne touchant jamais le vide lui-même. C'est la plus grande aliénation entre nous et l'univers. Nous parlons, mais il n'écoute pas. Nous cherchons un sens, mais il n'en offre pas. Maïs. Et ce mais est peu, être la caractéristique la plus déterminante de notre espèce. Mais nous ne renonçons jamais à créer du sens. Nous regardons cette absurdité de 400 millions d'années-lumière de large et nous y voyons l'histoire de l'évolution de l'univers, la danse de la gravité, la preuve de la rareté de notre propre existence. Le sens n'est pas à l'intérieur du vide. Le sens est dans notre regard sur ce vide. Ce qui crée le sens, ce n'est pas l'univers, c'est nous. Et cela nous fait passer du statut de spectateur passif de l'univers à celui de ses co-auteurs actifs. L'univers fournit le texte, mais c'est nous qui mettons le titre, qui écrivons le commentaire, qui en tirons le sens. Et c'est peu être le rôle le plus important dans l'univers. Toi aussi, tu joues ce rôle à chaque instant. Tu prends les événements aléatoires, parfois apparemment absurdes que la vie te présente, et tu les transformes en une histoire personnelle, un sens, un but. Tu es la personne qui crée le sens de ta propre vie. Et cet acte de création est assez puissant pour apporter une lumière même dans le coin le plus vide de l'univers. Cela nous amène à la troisième et dernière confrontation, le point le plus profond de ce chapitre, cet équilibre lourd entre le fait que l'existence elle-même est une exception et la responsabilité de cette exception. La nouvelle image de la cosmologie a inversé la figure et le fond. Nous savons maintenant que l'état fondamental de l'univers, ce qui est normal, c'est le vide. L'existence, c'est dire. La matière, les galaxies, nous, est une anomalie qui n'occupe que 20% du volume. Nous ne sommes pas la règle. Nous sommes l'exception incroyablement rare qui enfreint la règle. Le réglage par défaut de l'univers est l'absence. L'existence est une condition fragile et temporaire qui n'apparaît que dans des conditions très spéciales. Qu'est-ce que cela fait ressentir? D'un côté, on comprend quel privilège incroyable c'est d'exister. Maïs. De l'autre, on ressent le poids énorme que cette situation exceptionnelle place sur nos épaules. La vérité tragique est que cette exception ne durera pas éternellement. À mesure que l'univers continue de s'étendre, les vides continueront de s'agrandir et de fusionner dans des milliards, des trillions d'années. Même les fins murs de galaxies et les filaments que nous voyons aujourd'hui seront déchirés et dispersés. Les galaxies s'éloigneront tellement les unes des autres qu'aucune autre galaxie ne sera visible depuis le ciel d'une galaxie. L'univers retournera finalement à un vide absolu, composé d'îlots d'existence isolés les uns des autres. L'existence finira par céder à l'absence. Cette ère des galaxies que nous vivons n'est qu'un bref et scintillant moment dans la longue vie de l'univers, Maze. Et ce dernier, mais, ne nous donne pas un espoir, mais un devoir. Mais ce moment, c'est notre moment. Ce moment où l'existence résiste encore à l'absence. Ce moment où la conscience pose encore des questions à l'indifférence. C'est pourquoi, faire partie de cette existence exceptionnelle nous impose une responsabilité. La responsabilité de comprendre ce moment, de le célébrer, de le protéger, car après nous, il n'y aura être plus personne. Personne pour témoigner de ce bref et brillant moment de l'univers. Nous ne sommes pas seulement la mémoire de l'univers. Nous pouvons aussi être sa conscience. Toi aussi, tu fais partie de cette responsabilité. Ton existence aussi fait partie de cette grande exception. Et ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens dans ce bref et scintillant moment.
est un sens ajouté à l'univers lui-même. Car si tu existes, l'univers n'est pas seulement quelque chose qui existe, mais aussi quelque chose qui est connu, ressenti, pensé. Et cela, même au bord d'un néant, change tout. La connaissance qui illumine notre ignorance, le regard qui donne un sens à l'absurdité et la responsabilité de l'existence exceptionnelle au milieu de l'absence. Ces pensées nous confrontent aux questions les plus fondamentales de l'être humain. Nous ne regardons plus l'univers comme un simple objet. Nous le regardons comme un miroir dans lequel nous nous voyons. Mais ce miroir nous montre non seulement qui nous sommes, mais aussi ce que nous pouvons être. Et, à la fin de ce voyage, après toutes ces profondeurs philosophiques, il y a peut être un dernier arrêt à faire. L'arrêt le plus silencieux, le plus personnel et le plus ultime. Car à la fin de ce dialogue avec l'univers, il reste peut être une dernière question à poser. Et cette question ne concerne plus l'univers. C'est pourquoi la dernière question que nous devons peut être posée ne concerne plus l'univers. Elle nous concerne. Car à la fin de ce long voyage, nous avons regardé dans le coin le plus vide, le plus sombre et le plus lointain de l'univers. Et là, de manière inattendue, nous avons trouvé un miroir. Et le reflet que nous avons vu dans ce miroir nous demandait non seulement qui nous étions, mais aussi ce que nous choisissions de faire au milieu de ce néant immense. C'est la couche la plus intime et la plus finale de notre voyage philosophique. Car la leçon ultime du vide du Bouvier ne concerne pas la cosmologie, elle concerne le cœur humain. Et cela nous confronte à la première réflexion dans ce miroir. Cette distinction absolue entre l'ordre implacable, indifférent et mathématique de l'univers et notre existence chaotique, émotionnelle et pleine de sens. Des théories, comme le modèle cosmologique standard, expliquent l'existence du vide du Bouvier comme une froide probabilité. Il n'est que le résultat inévitable de milliards d'années d'application des lois de la gravité et des conditions initiales issues du Big Bang. C'est une beauté presque numérique, mais c'est aussi une beauté sans âme. Dans cette image, il n'y a pas de place pour les émotions, les espoirs, les peurs ou l'amour. Il n'y a que des chiffres et des équations. La vérité tragique est que, vue sous cet angle froid et rationnel, nos vies, avec toute leur complexité, leur joie et leur douleur, ne sont rien de plus qu'un bruit, une erreur d'arrondi dans la grande équation de l'univers. Même nos sentiments les plus profonds ne sont que la danse électrochimique de particules élémentaires. C'est une perspective qui rend notre existence insignifiante, la réduisant à un mécanisme froid. Pourtant, il y a une autre facette à cette histoire, car cette structure froide et indifférente est la scène même nécessaire à l'émergence de notre existence chaude et émotionnelle. Sans ces vides immenses, les murs et les filaments où la matière se condense ne se seraient jamais formés. Sans cette gravité implacable, les étoiles n'auraient jamais brillé, les planètes ne se seraient jamais assemblées. Et sur l'une de ces planètes, notre conscience complexe, chaotique et émotionnelle n'aurait jamais germé. Nous sommes un poème écrit par la logique froide de l'univers. Nous sommes l'anomalie la plus passionnée née de son indifférence. Toi aussi, tu es un exemple vivant de ce dilemme. Tu as aussi un corps qui fonctionne selon les règles froides et prévisibles de la biologie et de la physique. Mais, à l'intérieur de ce corps, tu portes un monde qui ne rentre pas dans les règles, imprévisible, incommensurable. Ta conscience, tes rêves, ton amour. Tu es à la fois une machine et un fantôme. Et ces deux ne peuvent être séparés. L'un ne peut exister sans l'autre. Cela nous amène à affronter l'une des pulsions les plus fondamentales de l'esprit humain, cette tension douloureuse entre notre désir d'aller au-delà de l'horizon et les limites absolues que l'univers nous impose. L'histoire de l'humanité est une histoire de découverte. Nous nous sommes toujours demandé ce qu'il y avait derrière la prochaine colline, le prochain océan, la prochaine planète. Cette curiosité est ce qui nous définit en tant qu'espèce. Et maintenant, avec nos télescopes, en cartographiant des structures comme le vide du Bouvier, nous avons atteint les horizons les plus lointains, accessibles à notre esprit.
Mais cet horizon nous enseigne aussi la leçon la plus brutale. Certaines limites ne peuvent jamais être franchies. La vérité tragique est que nous n'irons jamais dans le vide du Bouvier. Parcourir cette distance de 700 millions d'années-lumière prendrait des centaines de milliards d'années avec notre technologie actuelle. Traverser ce vide de 400 millions d'années-lumière de part en prendrait autant. C'est un endroit qui restera à jamais inaccessible pour nous. C'est le plus grand et le plus absolu des panneaux stop devant le désir de découverte de l'humanité. Nous sommes des êtres confinés dans notre propre quartier galactique. Le reste de l'univers est pour nous un paysage que nous pouvons regarder, mais que nous ne pourrons jamais toucher. C'est peu être la plus grande déception de notre espèce. Pourtant, dans cette déception se cache peu être notre plus grande victoire. Car oui, nos corps n'iront jamais là-bas, mais nos esprits y sont déjà allés. Lorsque Robert Kirshner et son équipe ont vu ce vide pour la première fois dans les données, la conscience humaine a franchi 700 millions d'années-lumière en un instant. Lorsque nous recréons ce vide dans des simulations, lorsque nous observons son évolution, nous voyageons en fait à l'intérieur de ce vide. La plus grande découverte n'est pas un voyage physique. La plus grande découverte est un voyage de compréhension. Et il n'y a aucune limite à ce voyage. Notre esprit est le vaisseau spatial le plus rapide et le plus puissant de l'univers. Toi aussi, tu fais ce voyage tous les jours. Quand tu imagines des endroits où tu ne pourras jamais aller, quand tu lis les histoires de personnes que tu ne rencontreras jamais, quand tu planifies l'avenir, tu fais en fait l'impossible. Avec ton esprit, tu dépasses les limites de ton existence physique. C'est peu être ce que l'univers veut nous apprendre. Les voyages les plus importants ne sont pas ceux vers l'extérieur, mais ceux vers l'intérieur. Et ce voyage intérieur nous laisse face à un dernier paradoxe, une dernière confrontation, le lourd fardeau de porter cette connaissance immense et écrasante, et la liberté unique que cette connaissance nous offre. Pense un instant à tout ce que le vide du Bouvier et la cosmologie moderne nous ont appris. Nous savons que l'univers est majoritairement vide. Nous savons que notre existence est une exception. Nous savons que nous sommes insignifiants à l'échelle cosmique. Nous savons que notre temps est incroyablement limité. Et nous savons qu'un jour, dans un avenir très lointain, même l'univers lui-même se transformera en un néant froid, sombre et vide. La vérité tragique est que cette connaissance peut être un fardeau insupportable. C'est un poids existentiel. Vivre en sachant que tout ce que nous faisons finira par se dissoudre dans un néant cosmique peut conduire à un sentiment d'absurdité, à un nihilisme. Pourquoi construire quelque chose si tout finira par être détruit? Pourquoi aimer, apprendre, s'efforcer, si rien de tout cela n'a d'importance dans le grand schéma de l'univers? C'est le côté sombre de cette connaissance. Mais, dans cette obscurité, brille la lumière la plus vive. Car si l'univers ne nous offre aucun sens inné, aucun but, aucun destin, cela signifie que nous sommes totalement libres de créer notre propre sens. Si nous ne faisons pas partie d'un grand plan cosmique, cela signifie que nous pouvons dessiner notre propre plan. Si rien n'a d'importance par nature, cela signifie que nous avons le pouvoir de donner de la valeur aux choses qui sont importantes pour nous. Le message ultime du vide du Bouvier n'est pas un message de désespoir. C'est une déclaration de liberté. Il nous libère de toutes les attentes cosmiques, de tous les plans divins, de toutes les pensées fatalistes. Il nous dit « Voici la scène, vide, silencieuse et indifférente. Maintenant, monte et joue ta propre pièce. Toi aussi, tu as cette liberté. Personne, aucun livre, aucune étoile ne peut te dire quel est le sens de ta vie. La seule personne qui créera ce sens, c'est toi. Et c'est le plus grand cadeau que l'univers puisse nous faire. Ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Et ainsi, nous arrivons à la fin de ce long et sombre voyage. Nous avons regardé l'un des endroits les plus vides de l'univers, et nous y avons trouvé le moteur de la création, la connexion au milieu de la solitude, la conscience à l'intérieur de l'insignifiance et la liberté absolue que le néant nous offre. Nous savons maintenant que l'univers est une écume composée majoritairement de vide. Nous savons maintenant
que nous sommes une fine pellicule scintillante et éphémère sur cette écume. Cette connaissance aurait pu nous diminuer, elle aurait pu nous faire sentir insignifiants. M-E-I-S. Elle a fait tout le contraire. Elle nous a montré à quel point notre existence est rare, précieuse et miraculeuse. Le voyage se termine ici. C'était un voyage qui s'étendait de la petite anomalie que Robert Kirchner a vue dans une sortie de données en 1981 aux questions les plus profondes de l'existence humaine. Et maintenant, en emportant avec nous toute cette connaissance, toute cette philosophie, nous revenons à l'instant où tout a commencé, au regard curieux d'un être humain regardant le ciel nocturne à travers l'œil d'un télescope. Car à la fin, la seule chose qui nous reste et peut être la seule chose que nous ayons eue depuis le début. Au cours de ce voyage, nous avons exploré les vides immenses de l'univers et le sens du néant. Mais je ne vous ai pas dit la vérité. Même ces vides ne sont qu'une partie du plus grand secret de l'univers. Il existe une matière invisible qui maintient tout ce que nous voyons ensemble, mais que nous ne pouvons jamais voir. Lors de notre prochain voyage, nous chercherons les 27% perdus de l'univers, c'est à dire la matière noire. Êtes-vous prêts ?